Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Décrypte Défense. Bien entendu, notre chaîne ne pouvait pas se désintéresser de ce qui s'est passé hier, le 3 septembre, à Pékin, avec ce gigantesque et magnifique défilé militaire, au cours duquel Xi Jinping a pu montrer à ses hôtes toute la puissance militaire de la Chine présente et à venir. Alors, c'est un événement à la fois considérable d'un point de vue politique, puisque on a vu un certain nombre de grands chefs d'État de grands pays comme l'Inde ou la Russie venir se joindre aux efforts de la Chine pour célébrer ce 80e anniversaire de la victoire sur le Japon. Message politique évidemment à destination de l'Occident. Et Xi Jinping, au cours de son discours, a dit, et tout le monde l'a compris, que la Chine était inarrêtable et qu'elle ne serait intimidée par personne. Voilà. Donc des mots extrêmement forts que tout le monde pourra comprendre. Alors nous avons profité de ce défilé pour vous donner quelques explications à la fois opérationnelles et techniques sur l'ensemble des matériels terre-air-mer qui ont défilé et matériels dans lesquels il y a effectivement énormément de nouveautés. Et nous allons en fait démarrer par sans doute la composante aérienne. Alors avec ici le cargo Y20, qui est en fait un cargo de projection, qui est d'une taille entre le C-17 et la 400M. C'est suivi par le J-15, copie du Sukhoi. Ici, vous avez le nouveau J-20 biplace poste de commandement de drone. Se succèdent des J-35 qui seront le futur avion embarqué sur les porte-avions de la marine chinoise. Et on voit ici un H6 qui est en fait une copie chinoise du bombardier Badger. Donc en fait une variété d'engins aériens extrêmement variés. Alors ici le J-10. Donc le J-10, ça a été l'avion qui a été mis en œuvre par les Pakistanais au cours de l'opération Sindor le 7 mai dernier et qui a vu des avions pakistanais et des avions indiens s'affronter dans le ciel. Une des plus grosses batailles aériennes modernes, hein, dit-on, avec plus de 120 avions engagés des deux côtés. Donc on voit que le matériel chinois, il est visible maintenant à l'extérieur des frontières de la Chine. La Chine, évidemment, en fait beaucoup la publicité, et c'est un instrument de propagande extrêmement puissant pour la Chine. Alors, où en est aujourd'hui la puissance militaire chinoise? Eh bien, avec un budget estimé de 350 milliards de dollars, en fait, les Chinois font beaucoup mieux que les Américains avec 1000 milliards de dollars parce que on compare en fait des pouvoirs d'achat et non pas des budgets absolus. Il faut savoir qu'il y a un rapport quasiment de 1 à 3 ou de 1 à 5 entre le prix des matériels chinois et le prix des matériels américains, ce qui fait que pour la même somme, dit autrement, pour la même somme, la Chine est capable de construire 2 ou 3 fois plus d'avions, voire 5 fois plus de chars que ne le font les Américains avec la même somme. Et ce différentiel de production d'armement entre la Chine et les États-Unis est en train de s'accroître, en particulier dans le domaine aérien et naval, et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de prochaines vidéos. Alors, le défilé a démarré de manière classique avec la composante terrestre, donc ici des chars ZTZ 99, qui est en fait on pourrait dire une ultime évolution des chars russes dont la Chine s'était procuré la licence de fabrication, chars russes de la lignée T-72, T-80. Donc c'est un char de à peu près 45-48 tonnes, équipé d'un canon de 120 mm, un équipage de 3 hommes, un char assez compact, et on voit ici qu'il est évidemment recouvert de nombreux blindages, dont en particulier des blindages réactifs. Suit derrière une totale nouveauté qui s'appelle le ZTZ-201, qui est un char léger armé d'un canon de 105 et qui a pour particularité d'avoir tout son équipage dans le châssis. Donc en fait la tourelle, elle est robotisée, hein, en quelque sorte, et il n'y a plus personne dans la tourelle. C'est un vrai événement du défilé. Il est suivi derrière par en fait son dérivé infanterie qui utilise le même châssis, et on voit que derrière ce véhicule il y a un petit drone.
Donc l'armée chinoise est en train de renouveler complètement sa composante terrestre. Donc on voit ici un bloc, on pourrait appeler ça un bloc de véhicules à roues, avec des véhicules 8.8 ZTL-19 armés de canons de 105. Donc ces véhicules sont relativement rapides sur route, ils ont une très grande autonomie, donc pour un territoire qui est immense comme la Chine, c'est intéressant d'avoir des unités extrêmement mobiles qui peuvent se projeter sur le réseau routier chinois pour aller se porter sur une frontière où il y aurait un incident. Donc juste derrière, on voit la version de combat d'infanterie amphibie de ce véhicule avec un canon de 30 mm et suit juste derrière un petit automoteur d'artillerie en calibre 122. Ici défilent les nouveaux véhicules des troupes d'assaut parachutistes. Alors en fait, ce véhicule, il a été conçu pour monter dans l'avion cargo Y-20 qu'on a vu en tout début de reportage. Et ça permet en fait à la Chine de projeter très loin des unités mécanisées motorisées grâce à leurs avions cargo. Et justement, ce petit véhicule a été conçu pour grimper dans la soute de cet avion cargo. Donc on voit tout de suite l'intérêt de l'affaire, c'est que ça permet de projeter de la puissance et de la force sur toute la zone Indo-Pacifique. Alors le bloc qui suit concerne les frappes dans la profondeur, avec des lance-roquettes longue portée et puis des missiles balistiques tactiques. Donc ça, ce sont des systèmes de frappe qui permettent de disloquer le dispositif ennemi dans la profondeur du front, c'est-à-dire là, on va s'attaquer aux postes de commandement, aux zones logistiques, aux batteries antiaériennes, à l'infrastructure de transport, etc., etc. Donc une composante extrêmement importante dans l'armée chinoise, alors que les Chinois ont développé déjà depuis maintenant bien des années, très en avance sur l'Europe qui est considérablement en retard sur le sujet. Mais on l'a vu avec l'Ukraine et on l'a vu avec la guerre entre l'Iran et Israël, une composante désormais essentielle, système de frappe dans la profondeur. Alors ici un bloc de modules antiaériens avec des missiles sol-air ou mer-air, c'est-à-dire des missiles qui peuvent être embarqués sur les bateaux ou qui peuvent être tirés depuis des camions au sol. Donc c'est des systèmes anti-aériens. Et là, ces énormes camions un peu curieux, ce sont des portes laser de puissance. Donc le laser devient, à côté du missile et à côté du canon, un moyen tout à fait normal d'abattre des cibles aériennes, en particulier des drones. Et en fait, ce laser, on peut le retrouver aussi à bord des frégates et des croiseurs de la marine chinoise. Vient immédiatement derrière un bloc aussi constitué de missiles, donc des missiles essentiellement anti-navires, donc des missiles supersoniques. Donc ce sont des missiles qui sont tirés depuis des batteries côtières ou depuis des îles pour venir agresser et attaquer des bateaux qui sont en mer. Mais on trouve aussi ces mêmes missiles à bord des bateaux de la marine chinoise. Donc ici, celui qui est à l'écran, c'est un planeur hypersonique YJ-15. Donc vous voyez la forme très particulière du missile à l'avant. Ça ressemble à un petit avion effilé, une sorte de pointe de flèche. C'est ce qu'on appelle un planeur hypersonique. Donc ça permet de manœuvrer au dernier moment avant d'attaquer la cible pour déjouer les défenses ennemies. Le bloc qui suit concerne plus particulièrement des équipements navals avec des torpilles. Donc torpilles que l'on trouve à bord des sous-marins chinois, mais qui sont aussi tirés par les frégates ou les avions de patrouille maritime. Et là, quelque chose de tout à fait particulier sur votre écran, c'est peut-être une torpille à réaction qu'on appelle des torpilles à supercavitation. C'est quelque chose que les Russes avaient étudié et qui s'appelait le Kshval. Donc des torpilles hyper rapides qui sont capables de rattraper très facilement les sous-marins qui sont sous l'eau. Là, d'autres modèles de tubes lance-torpilles qui sont à l'écran. Donc on voit aussi que dans le domaine naval, il y a une énorme innovation de la part des Chinois qui n'hésitent pas à s'approprier des concepts qui avaient été étudiés par certains autres pays. Extrêmement intéressant sur cette image, c'est ce qu'on appelle une ruche. Donc vous voyez que le camion ici porte des centaines de drones qui permettent de constituer des essaims. Et donc ces essaims viennent agresser les cibles ennemies. Alors évidemment, c'est très difficile à traiter les essaims puisque vous avez des centaines voire des milliers de drones qui volent dans le ciel. Et donc ça pose d'énormes difficultés pour les défenses.
Et ils sont suivis, ces camions ruches, par des camions qui remorquent des radars extrêmement puissants, des radars de défense aérienne, qui permettent de surveiller le ciel sur à peu près toutes les altitudes. Le bloc qui suit concerne aussi la défense antiaérienne. Alors c'est toujours précédé par ces petits 4x4 qui sont fabriqués par Dongfeng, une société qui fabrique aussi par ailleurs des camions en Chine. Et là, il y a plusieurs éléments de défense antiaérienne avec des missiles de différents types, des missiles HQ-11 de relativement courte portée et qui sont suivis par des HQ-20 de portée encore plus grande, bien sûr. Et voilà. Et au fur et à mesure du défilé, on a par ordre croissant de taille les missiles antiaériens chinois pour arriver jusqu'à la gamme HQ-9C. Et puis l'ultime, celui qui boucle le bloc, c'est ce HQ-29 dont on dit qu'il est capable, grâce à sa portée de 500 km en altitude, d'abattre des satellites. Alors ça, vraiment, ce serait une rupture complète dans les moyens de défense aérien, parce qu'il n'y a absolument rien d'équivalent, je m'empresse de le dire, du côté occidental. Alors, pouvoir abattre des missiles jusqu'à 500 km d'altitude, ça signifie être capable d'abattre les missiles, en particulier militaires d'observation, voire les constellations d'Internet dans le ciel. Vient ensuite un bloc qu'on pourrait qualifier d'anti-drone, voilà, avec des lasers sur l'écran, suivi par des tourelles avec des canons Gatling automatiques et des missiles courte portée. Et juste derrière, vous avez aussi ces camions équipés de mini-missiles anti-drone et encore une fois des lasers, donc des lasers de puissance. On considère aujourd'hui que le laser, c'est une composante incontournable de la défense anti-drone. Toujours suivi par des radars, donc des radars qui permettent suivant les fréquences leur fréquence de travail, de détecter depuis la très très basse altitude jusqu'à la haute altitude pour avoir une couverture assez complète du ciel. Suit désormais, toujours sur nos véhicules Dongfeng, une composante drone tactique. Donc vous voyez les drones là, qui sont des drones à 6 hélices, capables de décoller et d'atterrir verticalement. Donc ces drones ont différentes utilisations. Ça peut être des drones d'observation, ça peut être des petits drones bombardiers. On peut les utiliser aussi, sa taille de drone, pour faire du petit ravitaillement logistique, transporter des vivres, des munitions, du petit matériel à des unités qui sont engagées à l'avant du front en toute sécurité. Vient ensuite une composante ou un bloc chargé de la guerre électronique. Donc l'Ukraine nous a appris ou réappris toute l'importance qu'il y avait à investir dans des moyens de guerre électronique extrêmement puissants, puisque à partir du moment où vous êtes capable d'aveugler ou de rendre muet votre ennemi, forcément vous prenez l'ascendant sur lui. Donc la guerre électronique est quelque chose qui est en train de revenir au premier plan dans les armées occidentales. On est en train de réinvestir là-dessus, et c'est une composante absolument fondamentale des guerres de haute intensité d'aujourd'hui. Évidemment, une armée moderne dite numérisée ne peut pas se passer de ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire la constitution de réseaux mobiles tactiques sur le champ de bataille. Donc là, on a en fait un Internet du champ de bataille qui est monté sur des camions, et ces camions portent des antennes relais. Ils sont capables de porter aussi des serveurs qui servent ce qu'on appelle les cloud tactiques. Ils sont capables de porter des antennes relais, et on voit que sur certains de ces camions, il y a des drones. Alors pourquoi des drones? Eh bien tout simplement pour servir de relais radio dans le ciel. Si vous avez un relief un peu tourmenté, les ondes radio ne passent pas. À ce moment-là, vous envoyez un drone dans le ciel et il fait relais avec les éléments amis qui peuvent se trouver derrière un masque. Voilà, donc c'est une autre façon d'utiliser les drones sous forme de relais radio. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant qu'on voit à l'écran, c'est un bataillon de robots de combat. Donc on voit des robots chenillés portés par des camions, ou des robots à roues 6-6. Donc on voit qu'ils sont équipés de missiles anti-chars et pour certains de mitrailleuses de gros calibre, probablement de la 14-5. Donc ça aussi, c'est un enseignement de l'Ukraine, l'utilisation de robots. Ici, un robot très intéressant, c'est un robot de déminage. Voilà, ça c'est un robot de déminage, donc vous l'envoyez à l'avant et il démine le sol. Combo très intéressant à l'écran,
un robot, un drone et des chiens robotisés. Voilà, donc on est capable aujourd'hui d'avoir une composante robotique extrêmement complète. Alors évidemment, il faut que tout ça, ça suive en matière de réseau, hein, de réseau et de communication radio. Le bloc qui suit, c'est un bloc très intéressant, c'est le bloc des drones navals. Alors vous avez des drones sous-marins ici, ça ressemble à d'énormes torpilles. Alors en fait, c'est un drone, hein, voilà. Donc ces drones sous-marins, en fait, servent à beaucoup de choses. Alors d'abord, ils peuvent servir à attaquer les bateaux ennemis en transportant des charges explosives, mais ils peuvent aussi surtout servir à faire du renseignement de façon très discrète. Donc ils peuvent être détachés eux-mêmes d'un sous-marin plus gros ou d'une frégate ou d'un navire particulier, et on les envoie faire de la reconnaissance. Alors ils sont suivis par ces bateaux bleus qu'on a vus, qui ont des formes de vedettes, qui sont aussi des drones de surface qui ont à peu près les mêmes missions, c'est-à-dire des missions de surveillance, voilà, on les voit à l'écran encore, des drones de surveillance, mais c'est aussi des drones d'attaque. On voit que le drone est équipé d'une tourelle avec un canon de moyen calibre. Derrière, quelque chose de très intéressant dans la mesure où ce sont des modèles de drones furtifs qu'on n'avait pas encore vus, que la Chine n'avait pas révélé. Donc là, un drone qui ressemble furieusement au Neuron. Donc le Neuron, c'est le drone qui va accompagner le Rafale F5 hein, d'ici quelques années. Il est suivi par un drone Wingloon, qui est en fait une copie de Reaper américain et dont on voit là, à l'écran les charges et les missiles qu'il peut transporter sous les ailes. Donc ces charges, ça peut être à la fois des bombes guidées, ça peut être des missiles de combat aérien, ça peut être des petits drones, voilà. Et ici, vous avez cette composante de drones extrêmement furtifs, donc vous voyez qu'ils n'ont pas de dérive. Donc les Chinois appliquent parfaitement les règles de construction de la furtivité. Bon, j'ai quelques doutes sur la tuyère ronde, qui ne doit pas être tout à fait furtive, mais enfin bon, ceci passant. Alors là, sur ce dessin, vous voyez comment un chasseur J-20 biplace sert de poste de commandement à 4 drones qu'on appelle des loyal wingmen, c'est-à-dire des ailiers fidèles. Et en fait, le J-20 se tient derrière et commande les drones. Et ici, sur l'écran, vous avez un drone hélicoptère naval. Donc, c'est un drone que les croiseurs et les frégates chinoises embarquent. Et c'est un drone qui vient compléter l'action de l'hélicoptère anti-sous-marin qui est généralement embarqué à bord des frégates. Donc, encore une fois, toujours pour faire de la reconnaissance, du renseignement, de la surveillance de zone de manière beaucoup plus économique que ne le ferait un hélicoptère. Ici, à l'écran, vous avez ce qu'on pourrait appeler un bloc logistique. Donc, pour rappeler qu'une armée mécanisée moderne ne peut pas se passer d'une très très forte composante logistique. Donc, on a besoin de dizaines de milliers de camions pour transporter des vivres, du carburant, des pièces de rechange, pour assurer le soutien médical sur le front, qui est un élément extrêmement important pour le moral du soldat. Savoir que s'il est blessé, il sera évacué, il sera soigné, il sera traité. C'est une composante absolument essentielle. Et derrière, vous avez une compagnie quasiment de camions de dépannage, donc de camions grues qui sont capables de venir récupérer les engins qui ont été endommagés sur le champ de bataille. Alors ça aussi, c'est extrêmement important parce que quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine avec les déboires russes en la matière, les Russes ont dû abandonner sur le champ de bataille des milliers de véhicules, soit en panne d'essence, soit en panne mécanique, qu'ils ont été incapables de récupérer parce qu'il leur manquait justement ces engins de dépannage. S'il les avait eus, il les aurait réparés et ces engins seraient retournés au front. Donc la composante logistique pour une armée moderne, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, maintenant, on passe à la composante plus stratégique de l'armée chinoise, dont je rappelle que cette armée chinoise dispose d'une 4e composante à côté de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine, qui est en fait la force des fusées. Voilà. Alors, ici à l'écran, vous avez des missiles de croisière qui peuvent être chargés à la fois d'ogives nucléaires et d'ogives conventionnelles, donc des CJ-20A. Ils sont suivis derrière par des missiles beaucoup plus furtifs, donc on voit que le missile a des formes facettisées pour réduire sa signature radar. Et derrière, vous avez toute une panoplie d'engins balistiques, donc les CJ-1000 que l'on voit ici. Et tous ces missiles sont capables à la fois de transporter des charges conventionnelles, donc des charges d'explosifs, ou bien des charges nucléaires tactiques. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la diversité des missiles, donc la diversité des performances, la diversité des trajectoires que ces missiles peuvent emprunter, ce qui fait que la Chine est capable de délivrer sur une cible des missiles de divers types qui vont compliquer considérablement
l'attache des défenses. Ici, vous avez ce DF-17. Donc le DF-17, on voit que c'est un missile très particulier parce qu'en fait, à l'avant, il a ce qu'on appelle un planeur hypersonique. C'est cette espèce de petit avion en forme triangulaire. C'est un planeur qui rebondit sur les couches hautes de l'atmosphère et qui ensuite plonge sur sa cible en manœuvrant, ce qui évidemment complique énormément la tâche des défenses. Et c'est suivi par la force de frappe nucléaire stratégique. Donc là, nous avons des missiles à tête nucléaire qui sont de portées diverses. Donc les premiers, ce sont des missiles balistiques, on va dire de portée intermédiaire, les JL-11, et ils sont immédiatement suivis par voilà, le JL-3 qui lui est embarqué sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la marine chinoise, et puis les DF-61 qui sont en fait des missiles, vous voyez, montés sur des camions. Donc en fait, ils sont mobiles ces missiles. Donc ils ne sont pas forcément dans des silos fixes, et donc ils sont en fait extrêmement difficiles à pister. C'est-à-dire que si on veut neutraliser la force nucléaire chinoise, il va falloir courir après tous ces missiles qui sont mobiles, ce qui évidemment complique la tâche. Et puis, si j'ose dire, le bouquet final, c'est cet énorme missile qui est tellement énorme qu'ils ont dû le couper en 3 morceaux pour le mettre sur 3 camions différents. Donc les premiers camions transportent l'ogive, voilà, ce cône. Alors c'est une ogive, ce qu'on appelle mirvée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce cône, il y a plusieurs têtes atomiques, entre 6, 8, voire 10. Ici, vous avez le deuxième étage de la fusée, voilà, de ce missile DF-5C, et enfin derrière, le premier étage, celui qui élance le missile vers le ciel et qui le met quasiment sur trajectoire balistique. Donc, vous voyez, un missile tellement énorme qu'on est obligé de le couper en 3. Alors ce missile, on dit qu'il a une portée supérieure à 12 000 km, voire même 20 000 km. Ça signifie que depuis la Chine, il est capable de frapper les États-Unis. Voilà. Que ce soit une trajectoire qui traverse le Pacifique ou une trajectoire au contraire qui passe par le pôle Nord et qui redescend par le Canada pour attaquer les États-Unis par le Nord. Donc ça, c'est effectivement c'est un message extrêmement clair hein, de la Chine vers les États-Unis, et nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça au cours de vidéos futures.